Nous allons nous lancer dans cette deuxième table ronde qui porte sur les campus universitaires de demain, comment les penser à la lumière des nouveaux usages. Je vous le disais donc, ça va se faire avec Marie Marchand, qui est étudiante en doctorat, doctorante et représentante des doctorants au conseil de site de CY Cergy Paris Université. J'ai également avec moi Bénédicte Durand, qui est la directrice de la formation de Sciences Po. Et puis Jean-Luc Dubois-Randé, président de l'université Paris-Est Créteil. François Germinet, on va retourner du côté de Cergy, président de l'université, CY Cergy Paris Université, et Sylvie Retailleau, on va plus au sud, présidente de l'université Paris-Saclay. Merci à vous 5 d'être là. Je vous laisse vous préparer et je demande aux équipes de la région de lancer notre deuxième pastille vidéo pour introduire cette deuxième séquence. Merci à vous 5 de nous avoir rejoints. On va se lancer directement avec une question commune, là aussi, comme je l'ai fait tout à l'heure. On ne peut pas parler des campus de demain sans parler et sans évoquer la crise sanitaire d'aujourd'hui et d'hier qui marque cette année. J'ai envie de vous demander à vous 5, finalement, là aussi, dans vos fonctions respectives, de vos fenêtres respectives, qu'est-ce qui ne sera plus jamais comme avant à la lumière de ce que nous vivons cette année en matière évidemment d'aménagement et de vie sur les campus. Sylvie Retailleau, je vous propose de commencer. Et bonjour. Bonjour Théo, bonjour à tous. Alors comme ça, si on devait choisir peut-être un mot, c'est vraiment la notion de peut-être campus responsable. Avec ces campus responsables, effectivement, avec ce qu'on a connu et les conséquences sur les usages, sur les habitudes, aussi bien des étudiants et donc la formation, mais aussi la vie de campus et les usages de tous les jours à tout niveau. Et d'ailleurs, avec des étudiants qui deviennent de plus en plus exigeants aussi dans leur choix, aussi bien pour leur métier, pour leurs embauches, pour leur insertion, que dans leur choix de tous les jours et de comment on va faire évoluer nos campus. Pour la recherche aussi, avec une vision de la recherche et des questionnements de recherche décarbonée, non seulement au niveau des thématiques, mais là encore au niveau des usages. Et puis sur le campus lui-même, en parlant de CPER, si on relie au sujet, évidemment, tout ce qui est transition énergétique, mais beaucoup plus largement les habitudes voilà, que l'on va gérer au niveau des campus. Et donc, effectivement, cet impact sur le développement soutenable de campus responsables et d'usage de tous les usagers. Merci Sylvie Retailleau. Bénédicte Durand, au hasard, hein, je n'ai pas d'ordre, je voyage un petit peu en Île-de-France. Là, on passe de Saclay à Paris-Centre. Bénédicte Durand, qu'est-ce que vous voyez bouger? Bonjour à tous. J'ai l'impression que tout bouge. Dans la table ronde précédente, j'ai pas entendu beaucoup dire que la Covid avait bouleversé les espaces et les temps de la recherche. Je pense que c'est le cas, mais ça n'a pas été dans le cœur de la discussion. En tout cas, ce dont on est certain, c'est que cette crise sanitaire, cette crise de la mobilité étudiante et enseignante a fait exploser le cadre spatial et temporel de nos universités. Évidemment, avec le surgissement du numérique,
très présent et pour Sciences Po, ça a été massif et immédiat dès le mois de mars de façon pérenne, puisque nous nous adressions à ce moment-là à la fois à notre propre communauté étudiante, mais aussi à la moitié de nos étudiants qui sont des étudiants internationaux et qui ont eu besoin immédiatement d'être rassurés sur le fait que, quelles que soient les conditions futures de mobilité, ils pourraient bénéficier d'une offre 100% en ligne. Donc c'est le choix que nous avons fait. Et c'est un choix que l'on installe semestre après semestre. Et parallèlement, et je rejoins ce que disait Sylvie Retailleau à l'instant, je crois que cette crise, elle nous fait percuter de façon très forte la question de l'usage des campus, dont on voit bien que les étudiants n'y reviendront plus jamais comme avant, et qu'il va falloir accompagner ce mouvement d'une présence qui n'est pas nécessairement massive, qui peut-être d'ailleurs n'a plus aucun intérêt à être massive, mais au contraire à être qualitative, avec des outils performants, des lieux de calme, de travail, de documentation, de rencontres et de socialisation, parce que dans cette terrible crise que nous vivons tous, ce qui est très prenant là et qui d'une certaine manière nous prend presque à la gorge, c'est la question du bien-être de nos étudiants et de nos doctorants d'ailleurs, qui manquent cruellement de toutes les interactions périphériques à leur vie universitaire et qui font la richesse de cette expérience étudiante. Donc je crois qu'en effet, le point de travail sans doute majeur, au-delà de toute la question de l'université numérique, qui bien entendu est très présente, c'est la question de quelle nouvelle vie post-Covid dans nos campus. Et de ce point de vue-là, j'ai le sentiment que l'actrice régionale, la région peut beaucoup nous aider à poursuivre au-delà de la crise vers des lendemains plus heureux de ce point de vue-là. Bon, on va essayer d'analyser tout cela par la suite. François Germinet, je vous transmets le micro. Alors, bonjour François. Du coup, je l'attrape. Effectivement, ça réinterroge l'appropriation des lieux d'apprentissage par les étudiants, par les profs, par les équipes administratives, hein, c'est certain. Maintenant, au-delà de ça, les préoccupations autour de la transition, pas uniquement écologique, mais disons la transition dans tous ses états, économique, digital, sociétal, énergétique évidemment, elle est présente et elle se trouve renforcée avec cette crise. Moi, j'avais été frappé il y a un peu plus d'une année, les étudiants avaient fait d'eux-mêmes, sans qu'on intervienne, un sondage auprès de la communauté étudiante de Cergy pour connaître les principales préoccupations des étudiants. Et on pensait naïvement, moi je pensais naïvement que l'insertion professionnelle arriverait au premier champ, parce que derrière, il faut trouver un travail, construire sa vie, construire une famille peut-être, et c'est arrivé au second plan, derrière la préoccupation du développement durable, et puis aujourd'hui plus largement de la transition. Et le Covid vient accélérer cette prise de conscience de vivre autrement. Et donc cette prise de conscience impacte également la manière dont on conçoit les enseignements. En même temps, il ne faut pas non plus croire que ça va tout bouleverser. L'enseignement, c'est d'abord une rencontre entre des étudiants, entre un étudiant et un prof autour d'une matière, et c'est cette rencontre-là qu'il faut travailler. Il y aura toujours de temps en temps, il y aura toujours des amphis, il y aura toujours des TD, des travaux pratiques, mais certainement ce qui va s'accélérer, c'est le travail entre étudiants, les lieux pour avoir les lieux de rencontre entre étudiants, les lieux de rencontre entre professeurs et puis étudiants. Donc c'est cette qualité du temps de la rencontre qui va certainement être abordée différemment dans les années à venir. Je me suis auto-coupé le micro, ou alors voilà. Il faut deviner. On entendait je vous demande de deviner ma question. Je vous demande de deviner. Merci de m'avoir fait signe. J'ai senti qu'il y avait un petit flottement. Jean-Luc Dubois-Randé, disais-je, quel est votre diagnostic de ce qui ne sera plus jamais comme avant? Alors, moi, beaucoup de choses ont été dites précédemment, campus responsable. Pour moi, je pense que cette crise a fait exploser la notion d'inégalité, mais alors de façon extrêmement forte. On l'a particulièrement ressenti, nous, sur l'université Paris-Créteil, qui est sur un large territoire, depuis Fontainebleau jusqu'à la Seine-Saint-Denis, avec derrière du concret, c'est-à-dire aussi des étudiants qui ont faim, des étudiants qui sont à la rue, des étudiants qui aujourd'hui sont dans une anxiété majeure par rapport même au maniement du distanciel. Alors ça, c'est, je dirais, un élément qui est un élément vécu et qui amène des réflexions et des réponses, parce qu'une fois qu'on a dit ça, il faut positionner des réponses.
Pour nous, ça a été une vraie réflexion de comment concevoir un campus de demain, surtout sur des espaces, nous, assez larges, la Seine-et-Marne Sud, la Seine-et-Marne Est ou Nord, la Seine-Saint-Denis, et puis l'Est du Val-de-Marne. Et ça nous a amené à réfléchir à des campus qui sont vraiment beaucoup plus intégratifs, pluridisciplinaires, pour répondre aussi à un élément démographique extrêmement fort qu'on a vu dans cette crise, du fait effectivement du baccalauréat qui a mis sur l'université beaucoup d'étudiants, qui a mis également une pression extrêmement forte sur évidemment les formations, mais aussi qui a mis en tension pour les enseignants-chercheurs leur activité recherche. Donc ça nous a amené à réfléchir sur comprendre des campus de demain. Pour nous, un campus, par exemple, Seine-et-Marne Sud, de Fontainebleau, Sénart, avec non seulement des espaces de formation pluridisciplinaires pour répondre évidemment aux missions de service public et à la formation des étudiants, à l'attente également des parents, des étudiants bien sûr, des lycéens, mais des parents aussi qui aujourd'hui vont en grande couronne. Et l'effet Covid aussi va montrer que aujourd'hui les populations se déplacent pas forcément à la campagne, mais la grande couronne. Quand je parle de Fontainebleau, c'est évidemment des lieux qui sont des lieux particuliers et des lieux d'accueil pour les classes moyennes, je dirais. Hein. Donc ça nous a amené à penser le campus avec des espaces dédiés, tiers-lieux, lieux de rencontre étudiants, comme l'a dit François Germinet. C'est aussi des lieux où il faut aménager le Wi-Fi de façon particulière, notamment pour répondre à l'hybridation. Si je parle même des IPSI, qui sont les étudiants paramédicaux, on voit que là-dessus, ils ont été parfois en rupture numérique, en fracture numérique, bon, et d'autres aussi. Donc tout ça, ça nécessite des réflexions où la région peut avoir un impact extrêmement fort dans l'aménagement, évidemment, des lieux, bien sûr rejoignant le CPER, par exemple, mais aussi des éléments simples, comme par exemple que le Wi-Fi soit une continuité entre le campus, par exemple, et la ville. Ça a été organisé, je pense que Sylvie a cette expérience, par exemple, et c'est extrêmement simple. Et là, la région peut aussi aménager cette continuité entre le Wi-Fi de l'université et le Wi-Fi de la ville. Ensuite, il y a des éléments qui sont pour nous des réflexions autour de la santé des étudiants. Et ça, je pense que la région a un rôle majeur à jouer. La santé des étudiants, l'espace prévention, je pense qu'il est plutôt mal fichu, mais bon, alors je suis médecin, donc j'ai aussi cette casquette une casquette autour de la santé publique qui montre qu'on est quand même très loin en France, mais je pense que la région a un rôle majeur autour de l'espace prévention, autour de lieux qui sont des lieux à penser. Et j'en ai discuté avec Jean-Luc Dumas en particulier sur des lieux d'accueil, des lieux de guichet unique pour l'accueil des étudiants qui pourraient être quelque chose de privilégié avec la région, des lieux d'accueil pour penser non seulement à la santé, mais les réussites, un lieu d'accueil finalement assez généraliste où l'étudiant pourra frapper à différents portails pour aller soit vers l'action sociale, soit vers la réussite, soit vers des lieux de santé et bien entendu tout ça dans le cadre d'un réseau avec différents professionnels. Voilà, je m'arrêterai là pour ces éléments-là, mais je pense que la crise peut nous amener à un lendemain nouveau, et c'est évident, mais aussi où il faut intégrer l'élément inégalité. Merci Jean-Luc Dubois-Randé. Je pense que vous avez ouvert beaucoup de sujets comme vos prédécesseurs. Marie Marchand, à vous de nous dire un petit peu ce que vous pensez du sujet. Alors, on ne va pas vous demander évidemment de représenter tous les étudiants, d'autant plus que vous êtes doctorante, ce qui vous met autant dans une position d'étudiante que d'enseignante, que de chercheuse. Donc, on sait que le rôle n'est pas facile, mais c'est important aussi d'avoir ce regard le plus près peut-être possible de la réalité des jeunes étudiants et doctorants dans les universités. Dites-nous un petit peu. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, parce que je pense que c'est très important aussi de nous inclure, nous, étudiants, doctorants, dans ce processus-là, parce qu'en effet, je pense que c'est une réelle co-création, comme ça a pu être mentionné avant. Donc, je vais essayer d'apporter moi aussi mon regard et ma petite pierre à l'édifice.
Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Donc, je vais essayer de rajouter des éléments sans être trop redondante. Mais en effet, la crise nous a un petit peu projeté vers une numérisation à laquelle on ne s'attendait pas forcément, même si elle était en cours et bien avancée. On a été de force confrontés à cette numérisation et à la fin des cours en fait en présentiel et ça je pense que ça a été relativement compliqué et ça l'est toujours à gérer pour les étudiants. Donc comme vous le disiez Théo, j'ai aussi enseigné, je donne aussi des cours à l'université et j'ai eu quand même des retours d'étudiants qui étaient très inquiets quant au bon déroulement de leur année, de leur licence. Cette numérisation, elle est aussi synonyme de décrochage et ça, c'est aussi valable, je pense, pour certains doctorants. Et là, je vais parler un petit peu en mon nom parce que je suis doctorante en sciences humaines et sociales, plus particulièrement en sciences politiques britanniques. Et déjà, avant la crise, en fait, enfin, je suis dans une discipline où on est très, très seul. Et c'est aussi en ça qu'il faut, je pense, repenser les lieux sur les campus. C'est que on a besoin aussi, nous, de pouvoir nous retrouver entre doctorants et de créer une synergie, de pouvoir échanger aussi avec les autres chercheurs, parce que même si on travaille un petit peu dans notre coin, qu'on n'est pas dans des labos ou dans des entreprises, nous aussi, on travaille pour la recherche. Et d'ailleurs, ça me fait penser tout à l'heure à une remarque en disant que les sciences humaines et sociales devaient être performantes. Et j'ai eu un petit peu de mal à saisir ce qu'on entendait par la performance. Pour moi, aujourd'hui, lors de la pandémie, les sciences humaines et sociales ont leur importance d'autant plus qu'avant, en fait. Parce que, voilà, on a des comportements qui changent. Il y a aussi l'aspect psychologique qui doit être pris en compte. Et c'est tout à fait ce qu'on évoquait avec les parcours de santé, etc. C'est des nouvelles choses à appréhender. Et puis aussi la mobilité, parce que en effet, on est attractif, on est une région qui est très très attractive, on a beaucoup d'étudiants étrangers, mais comment est-ce qu'on fait avec cette mobilité réduite pour continuer à rester attractif en proposant des cours en ligne? Alors oui, certes, c'est une bonne chose, mais je pense qu'aujourd'hui, quand on choisit de partir étudier à l'étranger, c'est aussi pour s'imprégner d'une culture, d'une ambiance et voilà, pour vivre vraiment la vie parisienne comme on la voit, en fait, comme on l'imagine dans les films, à la télé, etc. Donc voilà, il y a toutes ces problématiques. Il y a aussi la problématique des logements étudiants. Où en fait, on se rend compte que là, quand un étudiant se retrouve confiné dans un tout petit logement étudiant, je me mets à leur place, je pense que ça doit pas être facile. On a les cas de ces personnes qui retournent vivre chez leurs parents, comme c'est mon cas, et où on fait face à des défis de connectivité. Voilà, il y a beaucoup plein de choses à dire, donc je vais m'arrêter là pour laisser place au débat et à la discussion. Merci pour d'avoir brassé un petit peu les grands enjeux là, les uns et les autres. Peut-être on va refaire un petit tour par vos différents établissements pour que vous nous disiez là aussi de manière la plus directe possible ce qui, dans le contexte de ce CPER qui a été évoqué depuis le début de cet après-midi, ce qui vous semble prioritaire pour votre établissement, donc Saclay, Cergy, à l'UPEC, à Sciences Po, vraiment voilà sur quoi est-ce que vous souhaitez mettre l'accent en termes de grandes orientations stratégiques ou de projets prioritaires. On repart avec vous, Bénédicte Durand, allez, Bénédicte Durand, et puis on va chez Sylvie Retailleau juste après. Oui, alors effectivement, nous, il y a une chose, en tout cas, que cette crise a confirmé, c'est que le fantasme de l'université numérique totale et complète était plus proche du cauchemar que du rêve. Donc, fort de maintenant de cette épreuve, je crois que je renforcerai ce qui a déjà été dit sur la nécessité de travailler sur la qualité de vie dans les campus, sur effectivement leur capacité à répondre aussi aux enjeux de la transition écologique, qui est d'ailleurs une préoccupation de plus montante, de façon très très forte dans la communauté, dans la communauté étudiante. Et je pense que, y compris ces programmations, doivent mieux associer les communautés des usagers que sont les étudiants
les doctorants et les enseignants. Je trouve que cette consultation des usagers est encore insuffisante dans le travail que nous menons. Alors certes, les équipes de direction, de présidence que nous incarnons aujourd'hui sont à la manœuvre, mais il me semble que après ce moment de choc existentiel que nous venons tous de vivre, il serait intéressant, avant de débattre des objets, de prendre le temps du diagnostic, parce qu'au fond, nous sommes encore au cœur de la crise, et au-delà de ce qu'on partage tous sur la nécessité des lieux de rencontre, des tiers-lieux, de l'amélioration de la connectivité, etc., de bien analyser comment le besoin de campus nouveaux se restructure dans la tête de celles et ceux qui l'ont vécu comme usagers particulièrement perturbés. Je voudrais ajouter aussi que la question du logement étudiant est évidemment une question importante. Là aussi, on a sans doute besoin de revoir un peu nos modèles, qui étaient des modèles très fixes sur des besoins de chambres pour des durées d'années universitaires. On voit bien que maintenant, les besoins sont différents, doivent être plus souples. Les étudiants doivent pouvoir rejoindre la région pour faire 2 mois de stage, en repartir et au fond, le logement être réinvesti par un étudiant international qui, lui aussi, à un moment donné, vient à un autre moment sur le campus rejoindre le lieu. Moi, je pose vraiment une alerte aux acteurs régionaux de ce point de vue-là. Je crois peut-être être le seul établissement à cette table qui est multicampus, puisque nous avons 7 campus, dont 6 en région, alors évidemment pas avec les mêmes proportions, mais on commence à observer des phénomènes de questionnement sur l'intérêt de venir sur un campus parisien plutôt que notre campus de Reims ou que notre campus de Poitiers, en termes de qualité de vie, de coût du logement, de conditions de travail pour les étudiants, d'accès des places en bibliothèque. Et donc, finalement, je pense qu'il ne faut vraiment pas considérer que l'attractivité francilienne est un acquis et que la qualité de vie à Paris, en particulier quand l'ensemble des réseaux culturels ne sont plus à disposition, soit un acquis pour l'éternité. Donc, je pense qu'il y a un vrai effort à faire sur cette question de l'attractivité du lieu de vie, quel que soit ce lieu. Très bien, et ça fait écho à des choses qui ont été dites aussi sur la première table ronde sur cette question de l'attractivité. Alors effectivement, c'est peut-être un peu différent à Saclay, à Créteil ou à Cergy. On va essayer de le voir avec nos interlocuteurs, mais merci de ce point. Sylvie Retailleau, justement, oui, à Saclay. On va redire, je pense, mais je voulais insister sur le premier point qui est effectivement le bilan qu'on devra faire. Mais un des bilans qu'on voit et sur lequel je rebondis sur ce qui a été dit, c'est le fait de l'enseignement ou la pédagogie en présentiel et combien c'est important d'une part au niveau de la pédagogie et peut-être encore plus, et là un peu un cri d'alerte sur nos premières années qui ont vraiment besoin pour éviter ce décrochage pour la suite, peut-être différemment suivant les publics, suivant les années, et donc il faut apprendre surtout pendant la crise de le gérer presque au cas par cas et les années, et franchement les L1, les premières années ont vraiment encore plus besoin que les autres de retrouver pour 2 choses, le lien social qui retrouve au niveau de l'université et le suivi pédagogique, et là il y a une alerte et que ça nous a montré aussi combien il était important de le garder par la suite, même si ça peut évoluer et même s'il y a l'utilisation ou complémentaire ou différemment suivant les années de toute l'hybridation en pédagogie numérique et bien sûr de l'équipement, et on a fait effectivement avec cette crise, en temps de crise, un bond dans les équipements et les aides numériques, mais il faut le continuer aussi bien pour les étudiants que pour nos personnels, et quand je dis personnel, c'est les chercheurs, enseignants, chercheurs, mais tous nos personnels, et j'y reviendrai, administratifs et techniques au niveau de l'université. Au niveau des logements, c'est fondamental, et je voudrais faire un petit point, on a tous besoin de logements avec le problématique logement et transport, quand on est en Île-de-France, et de problématique de pouvoir bouger. À Saclay, ça résonne particulièrement, mais en tout cas, logement et transport. Et des logements, on a des étudiants qui ont besoin de se loger, et il y a beaucoup de rénovations ou d'autres logements étudiants avec des hybridations, logements étudiants de différents types. Et je voudrais vraiment lancer, on a des étudiants qui ont besoin de logements pas chers.
Et vraiment, les rénovations que font le Crous, que sont de très belles rénovations, etc., un des problèmes, c'est que les chambres qui avaient à 150 € avant et qui passent à 400, etc., posent un problème de logement à nos étudiants, car tous les étudiants ne peuvent pas se loger à ce prix-là. Et dans l'augmentation de la précarité dont on a parlé, qui a été mis vraiment fortement pendant la crise, mais qui est malheureusement quelque chose qui augmente même indépendamment de la crise. Et donc ce suivi, cette problématique du logement à bas coût doit vraiment être, et il ne faut pas qu'on augmente des logements à des coûts plus forts. Et lié au logement, on l'a parlé aussi, c'est la santé. On voit qu'on a un problème de plus en plus fort, et encore une fois pendant cette crise mis en avant de santé mentale de nos étudiants. Et on a besoin, je dirais, de médecins, d'infirmières. On est vraiment sous-dotés dans les universités, et là aussi en lien avec le Crous, de suivi médical, de psychologues pour nos étudiants. Et je dirais la notion de maison de la santé pourrait être induite sur des campus ou sur des zones géographiques dans lesquelles il y aurait vraiment tout un tas de spécialités finalement pour nos étudiants. Je pense que j'en ai autour de la table qui sont beaucoup plus aguerris que moi sur le sujet de la santé, qui pourront le dire, mais qui va du psychologue aux aides alimentaires, voilà, aux addictions, etc. Et c'est vraiment un besoin aussi pour les étudiants. Et je finirai pour les, je dirais, personnels. Là aussi, on a vu un changement de travail pour tous nos personnels, en particulier administratifs, techniques, mais aussi évidemment dans les chercheurs, avec d'abord un équipement pour le télétravail. Aujourd'hui, on parlait plus de travail à distance parce que le télétravail est normé. Là, c'était un peu comme on pouvait. Et avec le travail à distance et le télétravail, avec de l'équipement. Et là aussi, trouver un point d'équilibre par rapport au bien-être et aux meilleures conditions de travail de nos personnels pour minimiser les temps de transport. Et quand on est multicampus, comme on l'est, de Évry à Versailles jusqu'à Kremlin-Bicêtre, eh bien, gagner du temps pendant les temps de réunion, minimiser les temps de transport et essayer de travailler autrement, c'est aussi améliorer les conditions de travail de tous nos agents et puis aussi des chercheurs, parce que c'est la même réflexion qu'on a quand on passe uniquement 2 jours de mobilité pour de la recherche, et surtout si elle est en avion, eh bien, c'est questionner cette mobilité courte au niveau des mobilités pour la recherche. Voilà. Merci Sylvie Retailleau. Jean-Luc Dubois-Randé. Oui, merci. Donc, moi, si je vois aujourd'hui le lieu de campus, je crois que le mot a été utilisé, je crois, c'est le lieu de vie. C'est peut-être nouveau, ça, surtout sur des campus délocalisés qui aujourd'hui s'implantent en particulier soit sur partie de la Val-de-Marne, mais aussi la Seine-et-Marne. Ce sont des étudiants qui, et puis même à Créteil, on le voit, ou ailleurs, les étudiants vivent à l'université aujourd'hui. C'est un peu nouveau. Enfin, c'était déjà le cas pour pas mal de campus, notamment à l'étranger. Aujourd'hui, c'est une demande aussi des étudiants de se retrouver. On parlait de lieux de rencontre tout à l'heure, mais je crois que c'est vraiment essentiel. Qui dit lieu de rencontre dit aussi derrière des logements, et ce qu'a dit Sylvie est évident, c'est des logements accessibles et restauration aussi accessible. Donc le campus aujourd'hui, c'est à la fois un campus qui réunit des étudiants dans des lieux de vie, avec justement tous ces espaces de lieux de rencontre, mais aussi de lieux de restauration, de logements proches, et également d'un Wi-Fi très accessible. Et on rejoint ce qu'on appelle les shadow serveurs, des serveurs qui sont des serveurs connectés où l'étudiant peut se balader soit avec son portable, soit avec une tablette ou je ne sais quoi, qui lui permet d'être relié, non pas avec des applications qu'il a lui-même ou des logiciels qu'il a à charger, mais en tout cas des choses qui existent sur le campus. Ensuite, l'hybridation a montré que l'humain était indispensable. Et je pense que là, il y a des éléments sur lesquels la région pourrait impacter. C'est sur des étudiants tuteurs. Et le tutorat, on l'a vu, était extrêmement important, fondamental et fondamental pendant cette période. Et je pense que là, on a vu, nous, on a mobilisé beaucoup d'étudiants sur le tutorat, évidemment des étudiants qui étaient capables d'encadrer les plus juniors, et qui ont d'ailleurs été souvent soit dans le cadre des disciplines, enfin des composantes, mais aussi on a mis beaucoup de jobs étudiants autour de cela. Et je dirais que dans le domaine de la santé, c'est pareil, on l'a vu, nous, pour traiter la précarité,
vraiment l'investissement étudiant était majeur, hein, pour distribuer des paniers repas, évidemment en liaison avec les associations, la Croix-Rouge, etc. Mais on voit qu'il y a un élément de solidarité qui est très fort chez les étudiants, qui est aujourd'hui même une demande. On voit le développement de l'économie sociale et solidaire, l'intérêt d'avoir sur des espaces, sur des campus, des épiceries sociales et solidaires. Enfin, c'est des choses qui sont aussi, je pense, pas nouvelles, parce que ça existe, mais c'est une demande aujourd'hui très très forte, en tout cas chez nous, hein, dans lequel on peut impacter sur des campus nouveaux. Après, il y a l'élément santé, et j'y reviens, mais évidemment, j'ai une casquette santé que vous connaissez, mais je crois que là, il y a vraiment, on le voit, on l'a vu pour les serviettes périodiques, par exemple, c'est des choses qui sont apparues dans le radar, qu'on ignorait. Enfin, moi-même, j'ignorais ça il y a un an, quand on a développé ici avec la distribution de serviettes périodiques gratuites. On a vu effectivement que c'était un vrai problème. Bon, ok, mais bon, il fallait le résoudre. On le voit aussi qu'il y a une pudeur qui est logique, hein, des étudiants, étudiantes à aborder le problème de la santé. Et je suis, moi aussi, milite pour des lieux, des maisons de santé qui sont. Donc il y a plusieurs, évidemment, périmètres, plusieurs possibilités, hein, de comment on les construit, mais qui sont des lieux d'accueil aussi avec l'approche sociale dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est vrai que là, on attend beaucoup de la région, hein, sur ces nouveaux campus qui intègrent évidemment les modes pluridisciplinaires, des réponses aussi à l'écosystème et aux collectivités, parce que la proximité est importante pour des campus délocalisés. Évidemment, tout ça, l'hybridation facilite aussi les connexions à distance, avec le fait qu'aujourd'hui, les distances sont quand même aussi rompues. C'est-à-dire qu'on peut faire des cours à Aubervilliers avec des étudiants à Fontainebleau. Enfin bon, c'est aujourd'hui possible lorsqu'on le fait intelligemment, avec de l'hybridation intelligente. Donc la région a un rôle majeur dans cet accompagnement, excusez-moi, pour, je pense, aider les universités. Voilà, le CPER, bien entendu, est un levier majeur pour nous. Je ne vais pas détailler les choses, mais on a une pression. Je discutais avec Simone Bonafous hier, qui est la rectrice de la région, qui connaît évidemment l'UPEC puisqu'elle en a été la présidente. On est passé en 2012 de 25 000 étudiants. Aujourd'hui, on est à 40 000 étudiants inscrits. C'est complètement délirant. Et on va sur une trajectoire qui est une trajectoire très importante en termes de pression. Et ça, il faut y répondre. Et la région a un rôle majeur. Voilà, je m'arrête là. On se tourne tout de suite vers François Germinet et Marie Marchand, mais vu votre propos, j'ai envie de vous faire réagir tout de suite à ce qui vient d'être écrit. Je vois que Sylvie Retailleau a réagi par écrit. La question de l'accessibilité au handicap universel, qui est évidemment un sujet majeur dans des bâtiments qui ne sont pas, c'est le moins qu'on puisse dire, forcément adaptés. Est-ce que là-dessus, vous avez un regard, Jean-Luc Dubois-Randé ? Alors, oui, parce que nous, on est quand même très investis. Sur le handicap, on a une chaire handicap, enfin bon. Et donc, on est vraiment à l'action avec un schéma du handicap qui est actif, avec des référents handicap, enfin dans les différents lieux. Après, il faut reconnaître qu'on n'est pas bon, quoi, parce que même si derrière on met un certain nombre de choses, alors le handicap, il est évidemment multiple, hein, ça c'est. Je vais pas refaire les éléments parce que c'est pas que la chaise roulante, hein, mais le handicap est multiple et on n'est pas préparé vraiment à. Alors, pour le coup, l'outil numérique peut être intéressant. Nous, on développe là des outils numériques qui permettent à des étudiants de savoir où est l'ascenseur, à des étudiants aveugles de pouvoir se guider, enfin bon, etc. Donc, la technique peut aider un petit peu, mais derrière, il faut effectivement que cette question du handicap soit totalement réglée parce que aujourd'hui, on n'y est vraiment pas, quoi. Ça, c'est certain. François Germinet.
Ouais, enfin, je rejoins ce qui a été dit précédemment. La dimension de l'expérience de vie est fondamentale. Elle l'était déjà avant, mais elle le devient encore plus. Donc, bien sûr, tout ce qui touche aux conditions de vie, logement, restauration, santé, et puis tout ce qui touche aux activités périformation mais qui sont centrales, l'engagement étudiant, les activités associatives, le sport, on a en général trop peu d'installations sportives, d'équipements sportifs dans nos établissements et sur nos campus. La proximité avec des institutions culturelles, la possibilité de développer du théâtre, de la danse, de l'expression artistique à la fois dans nos filières et puis soit sur nos campus si on a la chance d'avoir des institutions culturelles pas loin ou à côté. Enfin bref, tout ça devient, est important. Ça l'est pour les étudiants de notre territoire qui viennent. Ça l'est aussi pour des étudiants internationaux qui, à un moment donné, se demandent où est-ce qu'ils vont venir étudier. Ils peuvent avoir le choix. Ils ont le choix en Europe, ils ont le choix dans le monde, ils ont le choix en France. Et donc, ils se posent la question de la qualité de vie, du bien-être, qui a été évoqué aussi par Bénédicte Durand et par d'autres tout à l'heure. Donc, la dimension de l'expérience de vie devient un enjeu fondamental. Et puis, osons un mot barbare, stratégique. Ensuite, on a plusieurs vecteurs de force qui impactent la formation à proprement parler. D'abord, la hausse des effectifs. Hein, je rejoins ce qu'a dit mon collègue Dubois-Andé. Nous, à Cergy, on est passé en 10 ans, entre 2014 et 2020, de 14 000 à 24 000 étudiants. Donc, quand on se prend une accélération de ce type, on arrive au bout des postes et des bras disponibles en tant qu'enseignant, et donc on a besoin de postes. Et puis là, la région, elle n'y peut rien, mais on a besoin effectivement de locaux et des locaux. Comment, pourquoi faire? On revient à la question du début. La deuxième champ de force auquel on est confronté, c'est la diversification des formations pour faire face à la diversité des publics. On ne peut pas mettre, on avait en 68 300 000 étudiants en université, maintenant il y a 1,7 million. C'est pas 1,7 million copie des étudiants qui étaient en 68 dans les 300 000 étudiants. Il y a toujours pour certains le même profil, mais voilà, on a beaucoup plus d'étudiants de bac professionnel, de bac technologique, des étudiants forts, des étudiants faibles, des étudiants en fracture, des étudiants pas en fracture, des étudiants internationaux, des étudiants du coin, etc. Et il n'y a pas de réponse unique. Voilà, si on dit bah non, c'est l'amphi de droit, l'amphi de chimie et l'amphi de géographie, voilà, c'est ça notre réponse, eh bien on met en difficulté une grosse partie de nos étudiants. Donc du coup, on est amené tous dans nos établissements à inventer de nouvelles formations, des formations plus professionnelles, des formations qui vont accélérer vers le master et puis vers le doctorat. Et c'est tout ça qu'il faut accompagner. Et donc, voilà, vous prenez par exemple les formations professionnelles, il y en a qui vont faire venir beaucoup d'entreprises, qui vont s'appuyer sur des Fab Labs, donc qui vont s'appuyer sur des pratiques différentes et sur des lieux différents, et c'est tout ça que l'on doit accompagner. Sur les écoles d'ingénieurs, on est tous, les écoles du ministère de la Culture ont certainement pris le pas avant nous sur la pédagogie par le projet, mais les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce sont beaucoup dessus. C'est pour ça que à Cergy, là, puisqu'on est en train de faire monter en puissance une école d'ingénieurs qui s'appelle CY-Tech, on avait décidé dès le départ de développer une filière de design pour la pédagogie de cette école d'ingénieurs. Et finalement, on a décidé de créer une école de design directement pour incubée par cette école d'ingénieurs pour développer le lien,
la pédagogie et le lien avec les projets et les projets en fonction des sujets de la transition. Et peut-être que le dernier point, c'est la question du numérique. Donc, comme on l'a dit, le fantasme, comme l'a dit Bénédicte, le fantasme d'une université tout numérique s'éloigne, et heureusement, on a besoin d'un contact, peut-être d'un contact différent. Et si la présence prof-étudiante devient une denrée qui est plus rare, ou en tout cas à laquelle on doit prêter une attention particulière, on peut se poser la question dans nos programmations bâtimentaires futures, comment est-ce que on apporte la meilleure plus-value à cette rencontre-là. Voilà. Et en fonction de cette augmentation des flux et de la diversité des parcours. Merci François Germinet. Marie Marchand, de votre côté, ce qui vous semble prioritaire? Oui, je vais rebondir un petit peu sur ce que François vient d'aborder comme sujet avec les futurs bâtiments et toute cette dimension éco-responsable, écologique qui pour moi et pour nombre d'étudiants et de personnes de notre génération est important. C'est l'accès à un campus responsable, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on intègre et qu'on mette en place. Je pense qu'on est encore un petit peu à la traîne sur ces sujets-là. Il y a une véritable volonté de la part des doctorants et des étudiants d'avoir du tri des déchets, d'avoir accès à une alimentation qui soit en circuit court, une alimentation aussi qui soit de meilleure qualité pour ce qui est proposé souvent dans les Crous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Et puis aussi, François en a parlé, on est encore en retard sur tout ce qui est infrastructure sportive, et je pense que tout ça c'est lié à la qualité de vie et il y a beaucoup de choses à faire, la création de pistes cyclables. Alors c'est pas forcément vrai pour les universités qui sont implantées en plein Paris, mais pour nous qui sommes excentrés, il y a une réelle volonté d'aller dans ce sens, de changer aussi les façons de se déplacer en Île-de-France, etc. Du coup, ça me permet aussi de rebondir sur une initiative qu'on a mis en place avec l'Alliance européenne Utopia. Donc, je suis aussi présidente du conseil étudiant au sein de cette alliance, et la volonté, ça a été de créer une commission développement durable au sein de laquelle 2 étudiants par université européenne siègent, et l'idée, c'est de créer un guide des bonnes pratiques pour les campus du futur. Et donc, nous, ce serait vraiment hyper chouette qu'on soit appuyé par la région sur ces projets qui vont venir, et voilà, je voulais aussi en profiter pour parler de cette initiative et qu'il y a plein de choses à faire, et que l'Europe aussi est encore là et qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et ça aussi, c'est important de maintenir cette coopération malgré le manque de mobilité qu'on peut vivre. Merci Marie. Sylvie Retailleau, vous acquiescez et vous faites signe, donc allez-y. Oui, je veux bien. Je voulais rebondir sur ce que Marie disait. Il y a un mot qu'elle vient de prononcer, qu'on a prononcé peut-être peu encore, mais qui est important, c'est la notion d'Europe, de effectivement former des citoyens, et avec ces campus européens aussi, qu'en plus de campus responsables. Donc je rejoins complètement ce qu'elle a dit. Et la notion de campus européen sur lequel on se doit aussi d'amener. Alors d'abord, je crois que c'est une demande des étudiants de faciliter ces études et ces stages à l'étranger et la mobilité. Mais encore une fois, quand on a des grands nombres et tout au long des cursus, aussi bien dans le premier cycle et après, cette mobilité, elle n'est pas obligatoirement que physique, même si c'est la meilleure, la mobilité physique. Et ces campus européens, ça doit résonner avec ces notions de mobilité virtuelle, de projet. Alors je les relie effectivement à toutes ces valeurs qu'on partage au niveau européen, sur ces chartes qu'on devrait avoir pour faire des campus responsables liés à toutes ces valeurs. Mais je voudrais revenir sur ce que François disait aussi, sur ces lieux mixtes, parce que c'est lié de projets d'ouverture aux étudiants, aux chercheurs, à la société civile, parce que c'est important avec des associations et aussi des startups et des entreprises.
On en a déjà parlé, mais je pense qu'effectivement, créer ces lieux au sein des campus, c'est important. C'est aussi la flexibilité des horaires de nos bibliothèques, par exemple. Les étudiants, quand ils sont en cité universitaire, c'est bien, ils sont sur un campus, mais ils doivent pouvoir travailler dans des lieux calmes, qui sont ouverts, accessibles facilement, ou des liens, donc, et créer des liens. Vous avez parlé de Fab Lab, ou de pluridisciplinarité, c'est-à-dire de mélanger les étudiants. Ces étudiants qui sont dans des filières, dans des thématiques, il faut, et c'est ça la vraie vie aujourd'hui, qui se retrouve aussi bien au sens d'activité culturelle, on a parlé sport, culture, ça doit faire partie, mais au sens culturel qu'aussi pluridisciplinarité, et ce qui caractérise pour moi une université avec toutes ses composantes, c'est cette notion d'interdisciplinarité. Je reprendrai juste 2 exemples pour rebondir, François. Effectivement, ce mélange science, design, nous on a aussi créé un peu, ça se développe partout. On a à l'ENS Paris-Saclay un département de design qui va travailler avec ce qu'on a créé, un design spot qui est beaucoup plus dans le développement, etc. pour mettre, et qui vont travailler avec les sciences. Pareil, il y a tout ce qui est culture qui va mélanger la notion de culture en dehors du cursus, mais aussi dans les cursus ou donner accès au personnel et puis pour l'entrepreneuriat, c'est pareil. Je pense que le mélange finalement des lieux vont permettre, on a ce qu'on appelle le bâtiment 503 avec l'Institut d'optique qui vraiment accueille des élèves avec une formation qui a la particularité de sensibiliser les futurs ingénieurs à l'innovation et à l'intérieur d'un bâtiment qui accueille des startups en même temps que des étudiants et qui apprend. Et tout ça, c'est sur un campus avec du mélange de chercheurs, d'étudiants, de doctorants et de start-upers ou d'entreprises, etc. Et je pense que c'est vraiment ce mélange, cette mixité et cette diversité des disciplines, des cultures et des façons d'appréhender l'avenir qui fera les richesses aussi du campus de demain. Merci Sylvie Retailleau. Alors on voit, j'ai en tête aussi un certain nombre de choses qui ont été dites dans la première table ronde. Il a été question de lieux qui mettent davantage en relation les innovateurs. Enfin, d'abord fournir des lieux aux innovateurs pour qu'ils puissent développer leurs idées. Ça a été dit dans le cas de Paris où il y a un manque d'espace. Là, vous avez cité des Fab Labs. On a parlé campus des métiers et des qualifications. On a parlé tiers lieux. Il y a donc vraiment une explosion des lieux et aussi des lieux qui sont moins utiles peut-être. Bénédicte Durand, vous me disiez par exemple que dans vos nouveaux bâtiments à Sciences Po, vous aviez plus d'amphi, enfin, vous n'avez pas construit d'amphi ou pas de grand amphi. Donc là, il y a aussi, c'est quoi finalement les priorités en termes de lieux? Je me mets aussi à la place de la région, hein. On est là pour dire ce qui est possible et attendu du côté de la région. Voilà, où va-t-on en termes de lieux et d'espace? Allez, Bénédicte Durand, je vous laisse commencer. C'est une question très facile en plus, donc. Il reste un an par site, mais c'est vrai que le nouveau campus de Sciences Po au 1 Saint-Thomas est un campus sans amphithéâtre. On a organisé la possibilité en extérieur de pouvoir accueillir des étudiants sous un format forum en plein air, mais c'est vrai que nous avons fait ce choix-là et c'est un signal que nous avons voulu donner sur le fait que nous allions vers une pédagogie beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus vers le petit groupe, permettant une pédagogie plus active. Et au fond, la crise nous apprend aussi que les grands groupes peuvent aussi bien fonctionner en numérique. C'est-à-dire que là, on est tous en état de saturation digitale. Et donc, on n'a presque pas parlé de la question du campus numérique, mais moi, je pense que quand on sera revenu dans un équilibre de vie plus normal, on est aussi en train d'apprendre dans l'espace numérique à vivre, à faire campus. Par exemple, nous, on organise de la vie étudiante numérique avec des ateliers bien-être, de la sophrologie, des possibilités d'engagement. D'ailleurs, les étudiants sont eux-mêmes très présents sur les réseaux sociaux. Et au fond, la création d'un campus numérique est pour eux quelque chose d'assez aisé. Là, encore une fois, en ce moment, c'est un peu difficile de tout faire en numérique, mais je crois que dans l'avenir, il ne faudra plus penser le lieu comme étant alternatif, mais comme étant double. D'une certaine manière, nous, on est rentré dans une dynamique de double campus, et je crois qu'on va tous vers ça, dans des équilibres différents en fonction de nos projets de formation, de nos identités, de nos capacités d'accueil. Mais au fond, on va tous vers une double proposition systématique à l'ensemble de nos acteurs. Moi, je ne voudrais pas qu'on oublie dans la discussion la question de la qualité pédagogique
dans tout ça, parce qu'on voit bien que notre communauté enseignante a joué le jeu de la crise, c'est en l'urgence extraordinairement mobilisée pour continuer de répondre présent face aux étudiants. Et je crois que cette communauté enseignante, elle a besoin d'énormément de soutien à la qualité pédagogique des contenus. Elle doit réinventer ses enseignements sur des formats différents, qu'ils soient hybrides ou entièrement numériques. Et d'une certaine manière, les lieux en présentiel doivent aussi être des lieux non seulement de connexion, mais de formation, d'accompagnement des enseignants lorsqu'ils enseignent en numérique. Donc je crois qu'il faut qu'on ait systématiquement le double lieu, une forme d'ubiquité permanente dans la manière dont on réfléchit. Une chose que je voudrais ajouter aussi, c'est sur la question de l'international et d'une certaine manière, la manière dont la région pourrait nous accompagner de façon importante, me semble-t-il, sur la question internationale. On voit bien que cette crise a figé un certain nombre de circulations internationales et prive aujourd'hui un certain nombre d'étudiants, mais aussi d'enseignants, de doctorants, de chercheurs, de l'expérience internationale. Alors, elle est rattrapée par le numérique en partie, mais pour les étudiants, ça les prive en particulier de cette première expérience internationale. Et au fond, dès qu'on aura pu reprendre cette mobilité de façon normale, on aura plusieurs générations qui se porteront à de la mobilité extérieure et qui auront besoin d'être accompagnées. Je pense que la région pourrait nous aider à accompagner davantage des générations qui ont été privées de cette expérience, qui est pourtant fondamentale dans la vie professionnelle future. Donc il y a la question du lieu international qu'il ne faut pas qu'on oublie. Ce lieu international, il fait partie de nos espaces de formation. C'est ce qu'on appelle le hors les murs, le séjour d'études. On va avoir besoin d'un rattrapage pour des générations qui en auront été privées. Et comme le disait François, les effectifs augmentent. Donc, il va y avoir aussi, dans mon point de vue, une mobilisation à avoir très forte pour une région plus comme la nôtre, si internationale par nature, de la région sur cet enjeu de la reconquête des lieux internationaux. Merci Bénédicte Durand. Je vais me tourner vers Jean-Luc Dubois-Randé et François Germinet. Ça passe très très vite. On est déjà dans les minutes finales de notre échange. Donc je vous demande des réponses très courtes et surtout d'aller à ce qui vous semble bien essentiel. Jean-Luc Dubois-Randé, sur vos priorités en termes de lieux, ou ce que vous voyez vraiment, qu'est-ce qu'il faut financer, qu'est-ce qu'il faut construire comme lieu? Alors, pour moi, c'était mis dans le CPER, donc c'est quasiment une liste CPER. Il y a un projet de Sud-Seine-et-Marne qui est un projet qui est un projet important dans lequel il y a un axe Sénart, Melun, Fontainebleau, donc avec un dispositif de rénovation fort de caserne de gendarmerie à Fontainebleau et un projet paramédical, mais également d'une école d'études politiques qui est en lien aussi avec l'accrochage d'un UT qui est essentiellement branché sur l'informatique et le numérique. Donc là, on voit qu'on peut faire un campus intégré, comme ça a été dit, hein, avec des lieux, une approche pluridisciplinaire, mais une approche également très intégrée, des tiers-lieux, etc. Il y a un projet qui est pas apparent clairement aujourd'hui, c'est le projet de Chériou, qui est un projet fantastique. C'est un ancien orphelinat, et je sais que la région le connaît bien maintenant, avec une pelouse classée. C'est un lieu assez extraordinaire sur lequel nous, on a investi financièrement, et c'est vrai que là, il y a énormément de rénovations à faire, que le CPER, on l'a demandé, le plan de relance aussi. Sur Créteil, il y a le fait qu'on a des locaux qui sont maintenant très vétustes, et un projet d'une tour porté par la mairie de Créteil, hein, qui est dans le CPER, qui s'appelle Arbre de Vie. Ce sera, je crois, la seule tour de la région Île-de-France. Et donc là, effectivement, on a demandé des forces. Puis il y a un projet sur lequel j'alerte aussi la région, c'est le projet des formateurs, en particulier des INSPE. On est sur des lieux qui sont vraiment des lieux très vétustes, et le projet, ça serait de rassembler ces lieux à Aubervilliers, dans le cadre du fort d'Aubervilliers, et on rassemblerait ces lieux pour faire un endroit fantastique pour les formateurs. Tout ça lié évidemment avec la formation des professeurs dans une région comme le 93, enfin, un département qui a bien nécessité d'avoir des profs primaires et secondaires. Voilà les grandes priorités, avec l'élément qui est un élément, à mon avis, indispensable,
c'est qu'il ne faut absolument sur ces campus accrocher la recherche et introduire des bâtiments recherche. C'est le cas par exemple sur un bâtiment recherche à Sénart avec notamment le recyclage des urines. Le bâtiment lui-même est un bâtiment non seulement pour accueillir des chercheurs, mais c'est aussi un bâtiment de recherche. Voilà les grandes priorités de l'UPEC aujourd'hui. Très clair, merci. François Germinet, Sylvie Retailleau, je suis désolé de vous presser, mais je vais vous demander en quelques mots d'éventuellement compléter ou attirer notre attention sur ce qui vous semble essentiel. On va conclure aussi en redonnant la parole, et du coup j'en profite pour lui demander de se préparer à Faten Idri, puisque en fait notre conférence a aussi été pas mal prise, et c'est bien normal, sur ces questions de précarité. Je sais que c'est un sujet qui lui tient à cœur, donc je lui redonne la parole après chacun de vous deux, et c'est pour ça que j'essaye un petit peu de ramasser le timing. Donc en quelques mots, François Germinet, peut-être d'abord. Alors, je ne vais pas vous passer par le détail et le menu, ce qu'on a fait remonter. Le sujet, en fait, c'est de créer une cohérence de campus. Et donc, c'est à ça qu'on s'est attelé avec l'ESSEC et les collectivités pour repenser le campus dans la ville dans le campus, se retourner vers la verdure, vers l'Oise, pour pouvoir réintégrer la dimension expérience de vie et campus de la transition dont il a été question dans cette table ronde, et donc pas uniquement être sur une approche de bâtiments pour augmenter des flux, mais de penser une réorganisation à la fois interne de nos pédagogies, de nos formations et des liens avec la ville pour créer un campus qui soit à la fois accueillant et dimensionné pour les étudiants du territoire, mais aussi pour les nombreux étudiants internationaux que à la fois l'université et l'ESSEC et les écoles sur CRJ accueillent. Donc c'est repenser ce campus dans une dimension expérience de vie. Voilà, c'est ça qu'on a essayé de travailler. Merci beaucoup François Germinet. Sylvie Retailleau. Je crois que tout a été dit, mais peut-être sans faire non plus la liste, en 3 points résumés. D'abord, quand c'est vrai qu'une université comme Paris-Saclay qui est sur 4 départements, il y a pensé à tous ces campus et comment les connecter, et comment, avec les 3 piliers qui sont la recherche, donc évidemment la formation, et là penser rénovation, pas obligatoirement construction nouvelle. On a besoin de rénover et de mettre nos étudiants, et je voudrais insister sur nos étudiants depuis le premier cycle, parce que l'attractivité de nos formations se fait depuis le premier cycle et à tous les cycles. Et donc là, on a un point particulier, nous, à avoir de bonnes conditions pour nos étudiants de licence, d'IUT en premier cycle sur des bâtiments rénovés, nos laboratoires. Et puis, une partie plus liée à cette mixité dont on a beaucoup parlé. Et effectivement, pour faire des campus mixtes de lieux de vie dans lesquels se croisent et s'interfacent les partenaires de la société civile, du monde économique, étudiants, etc. Et c'est vrai qu'on est sur ces campus à des rénovations de bâtiments qui permettront cette mixité sur nos campus. Merci beaucoup Sylvie Retailleau. Faten Idri, est-ce que vous êtes bien avec nous? Est-ce que je peux vous repasser la parole de manière à ce que vous réagissiez, complétiez notamment sur ces questions de précarité? Enfin, vous êtes chez vous, vous réagissez sur ce que vous voulez. Allez-y, Faten Idri. Non, mais peut-être oui, réagir sur la question de précarité. J'ai pu échanger avec certains d'entre vous, mais c'est une question qui nous préoccupe en fait depuis déjà le premier confinement, puisqu'on avait fait de la distribution alimentaire, notamment grâce à la banque alimentaire, mais aussi en étant physiquement présent sur les campus. J'en ai parlé dans l'introduction brièvement, mais voilà, c'est un sujet qui, moi, me préoccupe beaucoup lorsque j'entends que certains étudiants actuellement sont SDF, que certains étudiants n'ont pas de quoi manger. Donc, on relance encore plus fortement l'aide alimentaire, mais cette fois-ci en s'accordant bien avec ce qui est fait au niveau des Crous pour éviter qu'il y ait des trous dans la raquette. Hein. On essaye d'être présent, on va être présent vraiment sur toute la région. Donc voilà, on va être vraiment très actif sur cette question-là. On a été actif en distribuant les masques, quasiment 700 000 masques, donc un masque par étudiant, vous le savez, avec les chèques numériques pour ceux qui entraient dans le supérieur et qui étaient boursiers. Voilà, donc moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est une préoccupation, puis on le voit aussi en parlant avec les étudiants, c'est finalement la détresse psychologique, et ça, c'est aussi une forme de précarité d'un autre type.
les étudiants, même finalement ceux qui ne sont pas en situation précaire, sont en détresse psychologique. Donc, on renforce notre alliance avec l'association Nightlight pour pouvoir apporter vraiment ce soutien psychologique aux étudiants. Et c'est vrai pour ceux qui sont encore plus vrai pour ceux qui sont isolés. Et donc, vraiment, on est sur ces questions-là de manière très forte. Et puis, n'hésitez pas à échanger. Hein, pour ceux qui souhaitent me contacter, m'appeler, ils peuvent le faire. S'il y a des problématiques particulières, locales, territoriales, on interviendra. Mais voilà, je voulais juste vous dire qu'on est très préoccupé par ces questions-là et que, en tout cas, sur l'aide alimentaire, là, on entend encore un autre volet après les volets que vous connaissez de type numérique, et puis avec notamment tout ce qui était testing. Bon, c'est plus actuellement en cours, mais là, on passe au volet vraiment alimentaire, précarité. On va se pencher vraiment très fortement sur ces questions-là. Merci beaucoup Faten Idri. Merci à vous 5 d'avoir participé à cette seconde table ronde. On vous applaudit virtuellement et à distance.